Je vais vous parler d'un élément qui est une constante dans toutes les problématiques de fraude. Voici près de 50 ans que je travaille sur ces sujets et je me suis rendu compte il y a assez longtemps qu'on travaillait beaucoup en silo sur les problématiques, sur ces problématiques diverses. Alors, lorsqu'on m'a demandé de venir vous exposer ici un élément qui concerne ces points-là, j'ai pensé qu'il était bon de travailler sur un élément qui faisait le lien entre ces trois grands types de fraude, ces trois grands types de fraude qui sont la fraude fiscale, bien sûr, extrêmement important, le blanchiment, puisque chaque fois qu'on fraude, il y a une problématique de blanchiment derrière, la corruption et une sorte de chapeau qui peut être soit au-dessus, soit au-dessous, qui est la criminalité organisée, qui a trouvé de manière fort intelligente qu'il était plus facile de frauder et de monter des systèmes de détournement que d'attaquer une banque sur place. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter cet élément-là qui touche ces quatre cavaliers de l'Apocalypse de l'économie. Voilà. Donc, les sociétés écrans. Alors, les sociétés écrans, pour moi, ma définition, mais elle vaut ce qu'elle vaut, voilà, c'est que c'est toute société sans activité réelle dans une opération qui permet de faire passer un flux financier. C'est-à-dire qu'on va trouver à la fois des sociétés fictives, des sociétés qui existent mais dont une partie est fictive, puisqu'effectivement dans la recherche des preuves, c'est sur cet élément-là qu'on va se fonder, ou des sociétés qui sont officielles et qui vont jouer sur ces éléments-là. Voilà. Alors d'abord, en premier lieu, il y a donc plusieurs types de sociétés écrans. Le but c'est quoi? Le but... Ça va mieux comme ça, voilà. Bon, le but c'est quoi? Société écran, le but c'est de permettre une écriture comptable qui justifie une sortie de fonds. Que est dit quelque part, voilà. Donc cette justification se fait tout simplement par des sociétés qui vont s'inscrire au registre du commerce, à divers registres du commerce, puisqu'elles peuvent être nationales, internationales, dans des paradis fiscaux ou ailleurs. Et effectivement, on va trouver un certain nombre de sociétés qui vont être utilisées sous cette forme. On a vu dans l'actualité comment les sociétés écrans ont été actives au moment des achats, des fameux achats de masques, tous ces achats dans lesquels on a utilisé beaucoup de ces structures pour permettre de faire rentrer ou sortir des fonds dans ces domaines-là. Ces structures étaient, on voit actuellement dans la crise ukrainienne, comment, avec les visas dorés et les sociétés écrans, eh bien, on peut soit blanchir, mais on le voyait bien avant, soit blanchir, soit frauder ou détourner des fonds sur ces éléments-là. Alors, dans le premier point, l'utilisation par les fraudeurs. On va détourner des fonds, c'est-à-dire qu'on va impliquer dans un système comptable d'une entreprise ou d'une collectivité, ça revient au même, sous la forme d'une fraude interne, une documentation qui va permettre de récupérer des fonds dans une structure qui va être cette société. Mais ce n'est pas si facile, je vous montrerai plus tard comment on fait pour camoufler cette opération et pour surtout obtenir les fonds. Donc on détourne des fonds. On va utiliser la caisse noire. Qu'est-ce que la caisse noire? Bon, la caisse noire, vous savez tous ce que c'est. C'est une sorte de caisse qui a été créée, je pense, au XIIe siècle, au moment où on a créé la comptabilité. C'est l'endroit où on met tout ce qui ne doit pas apparaître en comptabilité parce que ça pourrait poser un problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors cette caisse noire, il faut toujours penser que lorsqu'on investigue sur des problématiques de fraude,
il faut toujours penser au risque d'utilisation par les dirigeants de cette structure ou par le cadre moyen, puisqu'effectivement, on constate que les fraudes les plus importantes dans les entreprises sont issues à presque 80% des cadres moyens et à 20% de la direction, étant entendu que la direction, c'est 80% des montants et 20% pour les cadres moyens. Évidemment, quand on a les clés du camion, c'est plus facile de le faire démarrer. Hein. Bon, voilà, ça c'est local. Donc, pour détourner le fonds, pour le mettre à l'abri des royalties et des dividendes, on va utiliser des structures qui, quelque part, n'ont pas d'activité, mais qui servent simplement à permettre le versement de royalties et de dividendes dans ces domaines-là. Donc, tous ces points-là, les moyens de garder la caisse noire, c'est tout simplement émettre des fausses factures internes qui vont permettre de retirer des fonds de l'entreprise, étant entendu qu'il faudra ensuite les organiser de manière à ce qu'elles ne soient pas identifiées. Un cas de société qui, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais vous allez en entendre parler. C'est une société extrêmement importante qui a créé en Suisse une structure qui a pour unique activité, puisqu'actuellement on y a mis du stockage, qui avait pour unique activité de permettre aux grands membres les plus élevés de la direction d'être détachés en France, ce qui permettait d'éviter les charges sociales. Voilà, c'est un montage parmi la multitude des montages. Hein, voilà, c'est l'un des montages qui permet de voir comment cette structure. Et alors, comment on va trouver ça? Eh bien, on va analyser. La difficulté, c'est qu'on va devoir analyser quelle est la suggestion de ces personnes, qui est responsable, d'où ils tirent leur pouvoir. Et effectivement, ils ne tirent aucun pouvoir de cette structure, puisque manifestement, elle n'en a pas. Voilà. Donc, ensuite, on a, vous pouvez avancer, voilà. Donc, quelques éléments, vous voyez, ça c'est pour les entreprises classiques, étant entendu que toutes les sommes qui sont sorties de la caisse noire, dès l'instant où elles sont utilisées, peuvent être poursuivies par le délit de blanchiment de fraude fiscale. Hein, c'est un délit qui a été adapté et qui est un délit tiré de la jurisprudence et qui permet de poursuivre une personne qui aurait détourné des fonds et qui les aurait utilisés, donc il aurait blanchi ces fonds, on en reparlera après. Bien, dans les paradis fiscaux, là aussi, on a pas mal d'éléments de ce type de structure, c'est-à-dire, on les appelle les offshore. Hein. Toutes les offshore ne sont pas critiquables, puisqu'il y en a qui existent et on a le droit de les utiliser, mais il y a des offshore qui n'ont d'utilité que d'autoriser ou de permettre de camoufler des fonds. Et là, on retrouve bien évidemment un certain nombre d'éléments qui concernent les grandes entreprises, mais on retrouve aussi la problématique de la criminalité, puisque dans certains paradis fiscaux, et dans beaucoup de paradis fiscaux, on a à la fois les sociétés offshore qui sont accolées à des banques offshore. Alors là c'est plus une banque, c'est plus la Société Générale, c'est plus ces banques-là. Simplement, la banque, elle est située à l'endroit où la personne qui a créé cette banque est présente. Hein. Alors, on essaie de limiter, on a tenté de limiter ces éléments-là. Le rapport Montebourg, il y a déjà un certain nombre d'années, a essayé de faire annuler ce type de banque, mais il en reste encore quelques-unes qui permettent de finaliser le camouflage de ces opérations. Hein, parce que vous comprenez bien qu'avec une banque offshore et un élément offshore, eh bien, effectivement, on a un souci pour identifier la personne réelle, d'autant plus que dans la structure étatique dans laquelle elles existent, on n'aura pas la possibilité d'avoir des informations. Hein. Alors, il est vrai que depuis quelques années, on a exigé d'un certain nombre de personnes, d'États,
disons, de créer un fichier des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire pour éviter ce problème-là, fichier des bénéficiaires effectifs, mais on s'est aperçu tout de suite que le contournement a été assez facile. Hein. D'une part, certains paradis fiscaux se sont mis en accord avec 12 autres paradis fiscaux, ce qui ne nous donnait pas à nous grand-chose de positif pour aller les chercher, hein, bien sûr. Et d'autre part, on a utilisé des prête-noms qui donc portent le parapluie pour ces personnes-là. Donc effectivement, là encore, on a une problématique qui est encore difficile à traiter. Alors, ce qui permet, et qui est une sorte, pour moi, d'élément positif, ce sont ce qu'on appelle les fuites, les leaks, dont vous avez tous entendu parler. Toutes ces fuites, ça prouve d'une part, d'abord, qu'en matière informatique, les systèmes dans ces paradis ou dans un certain nombre de pays sont assez mal faits, puisqu'effectivement on peut les récupérer. Et ça permet d'avoir la liste des bénéficiaires des sociétés de tous ces éléments-là. Et effectivement, actuellement, c'est devenu une sorte d'élément récurrent. Tous les 3, 6, 8 mois, on a une liste de documents qui servent. Les impôts sont très contents puisque ça leur permet de récupérer, lorsque les conditions s'y prêtent, pas mal d'argent là-dessus. Les structures de camouflage aussi, trust ou fondation, qui étaient à l'origine des structures tout à fait officielles, hein, et qui étaient qui étaient utilisées pour gérer des fonds de famille, ont été créées pour gérer des fonds illégitimes. Hein, et donc elles deviennent de ce fait un peu fictives. Là-dessus, on a l'importance des intermédiaires qui vont vous vendre ces éléments, disons, de manière à ce que sur l'étagère, c'est-à-dire que vous achetez, vous prenez et puis vous allez suivre. Ensuite, il y a tout un système, et il faudrait une grande période pour décrire tout ceci. Il y a tout un système qui, lorsqu'on arrive, qui est mis en place, de manière à ce que lorsqu'on a un souci ou une idée, ou lorsqu'on apprend qu'effectivement il y a peut-être un contrôle sur telle société ou telle entreprise ou telle structure qui se trouve là, eh bien automatiquement, elle va changer de paradis fiscal et elle va évoluer, elle va passer dans un autre système. Hein, voilà. Vous avez tout un système qui est extrêmement élaboré. Il faut dire que là, on est vraiment dans une ingénierie exceptionnellement technique, exceptionnellement intéressante pour camoufler les fonds. Vous voyez, en fait, avec toutes ces sociétés, on n'a pas besoin du métavers, hein, puisque effectivement, on est directement lancé dans une autre vie, dans un autre monde qui est totalement différent de celui qu'on apprend dans les écoles ou des systèmes d'analyse comptable. Hein. Donc on est dans un monde complètement flou, un monde qui évolue systématiquement, hein, puisqu'effectivement, l'intérêt de cette opération, ce n'est pas d'avoir une structure, mais c'est de protéger des fonds pendant une longue durée. Et donc effectivement, chaque fois qu'il y a une réglementation qui arrive, eh bien, on va reprendre cette réglementation et on va modifier ces éléments. Et les structures, paradis fiscaux et autres vont sortir à leur tour des procédures juridiques qui vont réduire ces possibilités. Hein. Il y a tout un système qui est en dessous du système légitime des accords internationaux ou des accords ou des législations qui est en train de faire tourner ces points-là. Vous voyez, ça concerne la fraude fiscale, hein, dont l'impôt qu'on paie à leur place, finalement. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Pensez en deux mots, où est-ce qu'on va trouver pour les petits montages, pour ceux qui auront des travaux à faire sur ces éléments-là, où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, on va les trouver surtout sur la base de ce qu'on appelle le non significatif des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés ont, à partir d'un certain montant, considéré qu'il était moins cher de ne pas contrôler un certain nombre de factures ou un certain nombre de pièces. D'ailleurs, vous l'avez sur SAP.
Sur le SAP, il y a un système qui rentre immédiatement les systèmes. Alors, il marche, on le bloque ou on ne le bloque pas. Et là-dessus, ça permet effectivement de gagner du temps sur le contrôle, puisque le contrôle ne sera qu'aléatoire, il ne sera pas constant comme sur les gros montants. Voilà. Donc, vous avez ces éléments-là. Vous l'avez aussi en haut, au niveau de la possibilité qu'ont certains dirigeants d'engager des fonds. Vous avez appris dans les journaux que dans l'affaire Renault, il y avait 30 millions qui étaient accordés sans contrôle au PDG. Donc 30 millions peut faire pas mal de choses. Et j'avais travaillé en 2009-2010 sur les banques qui avaient un certain nombre qui avaient une absence de contrôle. Et là, certaines banques, c'était plus de 100 millions. Donc ça veut dire que ça laisse une marge extrêmement importante dans ce domaine. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les dirigeants vont détourner des fonds, hein, mais ça veut dire qu'il y a une opportunité à identifier. Hein. Voilà. Merci. Alors les criminels, eux, qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils sont au soleil d'abord, hein, parce qu'il fait meilleur, avec les piscines et tout ça, donc bon, hein, et ils organisent des montages. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, tout simplement, ils vont utiliser ces structures dans l'exercice de leur business d'abord. Hein, pourquoi? Parce que les contrôles existent, ils sont souvent approfondis pour ce qu'on peut voir, et effectivement, les criminels ont besoin de camoufler leur activité, ou du moins de camoufler leurs sorties et leurs entrées de fonds. Donc ils vont utiliser des prête-noms, et ils vont utiliser toute une succession de sociétés écrans pour camoufler effectivement le bénéficiaire de ces opérations-là, étant entendu qu'ils ont les moyens, disons, des moyens vraiment très forts pour récupérer quelqu'un qui essaierait de les voler dans ces domaines. Hein. Donc on est voir le film d'hier où effectivement il y avait beaucoup d'armes qui se promenaient. Et donc d'abord dans leur business, ils jouent là. Par exemple, vous avez un dernier cas qui est sorti. C'est là c'est dans du financement, dans un soupçon de financement terroriste où une société avait utilisé un fournisseur et des sociétés écrans pour faire passer les livraisons de produits ou de matériel on n'a pas d'éléments, il faut suivre ces fonds. Deuxièmement, les banques parallèles. Alors les banques parallèles, là vous voyez, je reviens à la caisse noire. Mécaniquement, je veux escroquer ma société. Bien, qu'est-ce que je fais? Ben je vais créer une société qui ne servira à rien, qui a facturé une somme, et cette somme va tomber sur mon compte que j'ai élaboré. Hein. Ou alors, si j'utilise un fournisseur dormant, un fournisseur qui n'est pas très utilisé mais qui est connu dans le système, donc qui ne posera pas de problème de blocage, eh bien, tout simplement, je vais changer le RIB si j'ai l'opportunité, le relevé d'identité bancaire, si j'ai l'opportunité. Mais une fois qu'on arrive et que les virements ont eu lieu, qu'est-ce que je fais? Je suis gros Jean comme devant, puisqu'effectivement, tout ça, c'est marqué dans les systèmes bancaires. Il faut bien que je transmette ça, il faut bien que je retrouve ce qu'on a la beauté d'appeler la fraîche. Parce qu'effectivement, c'est les espèces qui sont intéressantes là-dessus. Et là, vous avez des banques parallèles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des structures souvent liées avec des communautés de divers pays, puisqu'on doit échanger soit les chèques, soit les virements, soit ces opérations-là, et qui vont vous échanger, moyennant 20%, tout travail mérite salaire, hein, on est bien d'accord, moyennant 20% du montant, ils vont vous échanger la reprise de ce chèque qui sera encaissé ailleurs où vous voudrez, contre un montant qui va vous permettre d'acheter un magnifique collier à l'un des cas majeurs qui s'était passé pas loin d'ici d'ailleurs. C'était un chef d'entreprise qui avait passé, un directeur d'entreprise, pas un chef d'entreprise, qui avait passé une fausse commande d'ordinateur et qui en avait retiré 600 000 € pour faire un cadeau à son épouse. Alors on n'a jamais su si c'était son épouse ou sa maîtresse, ça on n'a pas su. Mais
l'argent montrait bien qu'il y avait eu des achats là derrière. Vous voyez, on est dans ce domaine-là. Donc, vous voyez déjà, dans le cas que je vous citais, qui n'était pas loin d'ici, je crois que c'était à Rennes, à côté de Rennes, il y avait quand même une trentaine de millions qui partaient par mois. Et alors on trouvait les boîtes de BTP, on trouvait un certain nombre de sociétés. Une boîte de BTP, pourquoi? Parce qu'il y avait du travail clandestin à payer. D'autres sociétés, des petits problèmes de corruption locale, les collectivités, il y avait pas mal d'éléments qui tournaient. On était dans un domaine assez amusant. Hein, voilà. Ces systèmes, eh bien, on le retrouve dans les problématiques dont vous avez entendu parler. C'est le cas de virus. Hein, ou des personnes qui ont des comptes en Suisse, qui ont de l'argent sur des comptes en Suisse et dans une structure offshore en Suisse, hein, ne peuvent pas les utiliser, compte tenu des contrôles, ne peuvent pas les utiliser en France. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien tout simplement, ils vont utiliser les espèces qui sont en France, provenant de la vente de la drogue du Maroc. On va compenser un intermédiaire, va leur transmettre une partie de ces espèces, et en contrepartie, il va débiter leur compte dans la structure offshore qu'ils ont créée. Donc en fait, c'est un système qui arrange tout le monde, puisqu'effectivement, l'argent ne sort pas, on n'a pas besoin de porter des valises, on n'a pas besoin de poser. Le montant, c'est aussi pas loin de 20%. Hein, là aussi, encore une fois, il faut bien que payer les acteurs. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est plein d'éléments qui permettent de jouer là-dessus. Afin de contourner les embargos, hein, pour contourner les embargos, ben, ma foi, on reprend cette vieille méthode. Hein, le pays qui est sous embargo, il va donner un certain pouvoir à un proche du pouvoir qui va obtenir un visa doré dans un pays quelconque. De cette manière, il pourra se promener dans le monde sans être affecté par la problématique de blanchiment et des personnes personnellement impliquées dans ces domaines. Et il va créer tout un système de sociétés écrans qui vont louer des bateaux, qui vont acheter des éléments, qui vont payer des personnes dans les ports, et on va faire tourner ces fonds, et ainsi on pourra vendre ou racheter des pièces nécessaires à plusieurs éléments. Mais vous voyez, les systèmes de société écran reviennent là-dessus. Elles touchent toujours une activité normale dans l'embargo. Il y a toujours une entreprise, comme celle qui payait Daesh dans les cimenteries. Hein, on trouve toujours une activité normale. Mais cette activité normale, elle est camouflée par un fractionnement des opérations dans un certain nombre de structures. Dans la gestion des fonds, alors là, on est dans un autre domaine. On pourrait croire que les gens criminels s'attachent de manière très intéressante à leur argent. Ils s'y attachent, mais uniquement sur les tableaux Excel, hein, on pourrait dire, comme finalement beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que finalement, ils n'y touchent pas à cet argent. Qui est-ce qui touche à cet argent? Ce sont ces structures, les SARAF ou les bloqueurs, qui, pour leur compte, mettent en place des systèmes de transfert de fonds et autres. Et ils ont pour cela des sociétés écrans dans lesquelles ils font tourner toujours ce montant. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours une entrée. Alors, ces SARAF et ces bloqueurs utilisent le système Hawala. Le système Hawala, c'est le système de confiance dans lequel ils utilisent, celui-là ou l'autre, hein, dans lequel, à Paris, on dit je transmets 2 millions, à Tanger, on dit je reprends 2 millions, effectivement, le versement des 2 millions à Tanger, il est fait depuis Tanger et rien ne se passe sauf le coup de téléphone depuis Paris. Tous les mois, on va se retrouver dans un pays un petit peu tranquille pour faire l'échange et compenser. Et donc ils utilisent ces éléments-là, mais aussi ils mettent en place tout un système de société écran qui permettent de faire suivre les fonds dans ces domaines. Les criminels sont intéressants parce qu'ils touchent à tout. Ils escroquent les États. C'est plus facile, hein. D'abord, comme on dit en matière de corruption, quand on fraude l'État, ben on fraude personne, puisqu'on le paie, mais en petite partie. Et puis personne ne peut porter plainte, puisqu'on ne sait pas que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, tout simplement, ils ont trouvé très intéressant de détourner le système des kits acédiques. Kits acédiques, peut-être vous en avez entendu parler, c'était
d'abord un système qui était utilisé pour le financement politique, avant les lois Seguin et avant ces éléments-là. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de la politique, eh bien, on se crée des faux bénéficiaires du chômage, hein, et l'argent venait, il était utilisé de manière classique, bon voilà. Puis après, il y a eu ces lois, donc on n'a plus pu le faire aussi facilement. Si vous voulez regarder ce type de sujet, vous avez, ça a été bien fait à Grenoble et à Cannes. Il y avait deux grandes opérations, mais elles ont plus de 30 ans. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, on a utilisé ce système qui existait toujours, mais qui n'était plus tellement efficace pour le pays. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Toujours on a pris un système des communautés qui ont, en particulier Pakistan et autres, qui ont vendu à des structures criminelles des kits dans lesquels on avait à la fois la déclaration d'activité d'une société écran, la déclaration par cette société écran d'un certain nombre de salariés qu'elle ne payait pas, bien sûr, puisqu'ils travaillaient pour les mafieux locaux. Et la société se mettait en rade au bout de 6, 8, 10 mois, puisqu'effectivement, il ne fallait pas qu'on puisse la prendre sur le temps. Et donc, toutes ces personnes qui étaient censées être salariées ici, eh bien, elles allaient aux acédiques demander le paiement de ces indemnités qui, matériellement, étaient présentes. Hein, voilà. Et donc, effectivement, et là, il y a eu quelques milliards qui sont partis, puisque je dois être l'un des premiers à dénoncer ce système en 2006, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, hein, et on m'a dit que j'allais mettre la sécurité en rade. Alors je ne voyais pas ce que je mettais la sécurité en rade, sociale en rade par ces trucs-là. Bon, ceci étant, vous voyez que là, il y a déjà tout un système, avec derrière ces éléments-là. À cette période-là, c'était amusant, puisque on recherchait ces kits et on trouvait les porte-flingues de tous les mafieux de Montreuil et tout ça, qui étaient commerciaux, ils recevaient leur chômage à 4000 francs à l'époque par mois, ce qui était pas mal. Et donc, effectivement, c'est assez amusant. Alors, c'était amusant de voir ces sortes de commerciaux qui avaient les poches gonflées, vous voyez, avec les trucs là, comme ça, qui se baladaient. Bon, c'était un peu étrange. Voilà. Ça, c'est le premier point. Oui, pardon. Oui. Et le deuxième, c'est les escroqueries à la TVA. Alors là, carrousel, carbone, vous avez tous ces éléments où effectivement par le jeu d'un carrousel de société écran, eh bien on va créer des détournements d'une part de crédit de TVA, hein, d'autre part pour le carrousel carbone de TVA collectée non payée. Hein, donc deux jeux dans ces éléments. Donc vous voyez, tous ces systèmes sont des systèmes qui fonctionnent. Là, j'avais travaillé avec la police belge sur les escroqueries il y a un certain temps. Voilà. Et je crois que c'est le dernier. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis d'ailleurs. Oui, 1 minute. Oh là là. Bon, les visas dorés, on en a parlé, donc on fait une croix dessus. Problématique des sociétés écrans, dont les banquettes, ce sont des petites banques qui sont souvent utilisées dans des pays un petit peu moins contrôlés pour permettre de faire passer des flux. Ces flux sont soutenus par des sociétés écrans, des sociétés fictives qui permettent de sortir, de faire sortir ces flux. Et le plus grand, ce sont les banques nordiques qui, je crois que ça s'est terminé en 2016 ou en 2017, ont pu faire sortir, on ne sait pas trop encore, entre 600 milliards et 900 milliards des pays de la Russie. Voilà. Hein, les premières condamnations d'une présidente d'une banque russe est sortie il y a 6 mois. Condamnation pénale, hein, parce qu'après il y a eu d'autres éléments. Mais vous voyez, tous ces éléments-là, on revient avec des sociétés écrans, on revient avec ce système. Pourquoi? Parce que ça permet de donner une lecture, si on n'approfondit pas le sujet. Quand est-ce qu'elle est créée, comment on fait, bon là il y a toute une méthode de recherche sur ces points-là, mais ça permet d'identifier la sortie des flux. Voilà. Bien, écoutez, 1 minute, c'est bon? Yes. Eh ouais.